Je vais savoir avec vous pour un 21e épisode. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis terrassé cette semaine par un virus. Je pense que c'est mon déménagement qui m'a vidé et qui a mis mon système immunitaire sur la touche, mais c'est ça. J'ai été une partie de la semaine couché. Je sais qu'il y a beaucoup de virus qui circulent. Petit Miville en a ramené un, c'est probablement lui. Ce salaud qui m'a passé ça, mais en tout cas. Il y a quand même un épisode, je suis content. Je ne vais pas vous parler longtemps au début parce que je veux qu'on se reparle à la fin, mais je vous le dis tout de suite, c'est un épisode très CPE. Mais en fait, j'ai répondu à l'appel de la CSN qui m'a écrit. Il y a un responsable des coms qui m'a écrit pour me dire « Hey, ça te tente-tu d'avoir une négociatrice des CPE? » Et bon, moi, je le vis ici parce que Miville est à la garderie et on a eu des journées de congés forcés parce que les éducatrices sont en négociation. On m'entend un peu parler dans les médias, mais pas tant. Alors, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui est dans la machine de négociation avec la partie patronale. Et en plus, God, vous le savez, God a été longtemps éducateur. Il est maintenant cadre en CPE. Alors, je l'ai invité. Je me suis dit que ça allait être intéressant parce qu'on allait aller au-delà de la simple présentation des revendications, puis qu'on parle vraiment, vraiment en détail des problèmes, des beautés de ce réseau-là, pourquoi il y a besoin d'amour. Et en tout cas, vous allez voir, ça fait vraiment, je pense, un segment très, très, très intéressant. Il y a Coralie Laperrière qui est là aussi. On a commencé ça vraiment, c'est chapeau de roue, l'épisode. J'ai même pas présenté tout le monde. Coralie, on va l'entendre dans une excellente chronique. Puis à la fin de l'épisode, il faut que je vous parle. Il faut que je revienne là-dessus parce que Coralie va faire le lien entre ce que j'ai envie de vous dire, entre autres. Puis j'ai une question à vous poser. Alors voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec donc Stéphanie Vachon, qui est négociatrice et éducatrice en CPE, et Godefroy et Coralie Laperrière pour ce 21e épisode. Puis on se retrouve au bout de tout ça. Bon, alors c'est peut-être une nouvelle ère qui commence. Là, présentement, on est dans une librairie. La librairie Résonance, sur la rue Beaubien. C'est mélangeant, il y a des disques partout. Oui, en fait, c'est une librairie spécialisée en musique, entre autres. Alors, si vous voulez lire sur la musique, vous venez ici, vous allez tout trouver. Alors, on va faire une tournée comme ça de plusieurs librairies dans la région de Montréal, et peut-être même à l'extérieur de Montréal, pour s'imprégner des livres. Il faut toujours être bien entouré de livres. Godefroy, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Très bien. Je suis pas mal excité de la rencontre d'aujourd'hui. Oui, on va la présenter tout de suite. Stéphanie Vachon, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous. Ben, en fait, nous, on est en pleine négociation avec le gouvernement. Qui ça, nous? Nous. Je suis éducatrice à Voilà. l'enfance, mais je suis surtout représentante du secteur des CPE à la F3S CSN, Ouais. en pleine négociation avec le ministère de la Famille. Et là, on sera pas dans le dialogue comme à la presse. Là. On va pas donner le micro à la partie patronale. On va avoir un billet envers les CPE, envers le travail des éducatrices. Quoique je suis la partie patronale. Oui, c'est vrai. Mais vous avez déjà été Oui. un éducateur. Oui. Et j'imagine que... Et je participe à une balado de gauche. Oui. Fait que je pense que les choses s'équilibrent C'est ça. petit peu. Alors, vous n'aurez pas le point de vue des gouvernements. Les médias vont vous le donner, le point de vue. Mais on va donc commencer, Stéphanie Vachon, avec ce segment-là. Parce que vous êtes donc éducatrice et vous allez négocier. Là, on enregistre, on est mercredi le 19, mais demain... Évidemment, là, les gens, quand ils vont entendre l'épisode, ça va être déjà fait. Mais demain, vous êtes en négociation. Là. Oui, tout à fait. J'ai envie de commencer. Comment ça se passe? Des négociations dans un conflit comme ça entre le réseau des CPE et le gouvernement? Bien, c'est très complexe, hein, en fait, nos tables de négociation, parce qu'on est vraiment vis-à-vis, tu sais, juste là, très concret. Oui, non, c'est ça. À la table de négociation, d'un côté, il y a nous, la partie syndicale, qui sommes notre conseiller syndical et 3 personnes du comité de négo. Ouais. Et de l'autre côté, il y a le ministère de la Famille, il y a le Conseil du Trésor. Ah ouais, OK. Il y a, ils sont comme 10-12, là. oui, ils sont vraiment beaucoup. Il y a 3 porte-paroles d'associations patronales qui sont en rotation, parce qu'il y a des associations patronales partout au Québec qui se sont jasées puis qui ont établi cette table-là. Ouais. Et il y a la porte-parole qui est nommée par le ministère de la Famille et le bureau de négociation gouvernementale, qui est un espèce de bureau où est-ce qu'ils ont centralisé la coordination des négos de tout ce qui est parapublic et public pour être sûr que tout le monde est sa même track. On a commencé sérieusement la négociation là, en mai 2024.
À raison d'à peu près 2 à 3 journées de négo là, par mois. Et là, on est plus intensif, peut-être 1 par semaine. OK. On tombe à 4, 5. Ce qui peut confondre un peu les auditeurs, c'est qu'on a entendu dire qu'il y a déjà des ententes qui ont été bouclées, mais c'est pas avec votre syndicat. Donc, les CPE, les éducatrices, sont représentées par plus qu'un syndicat. Ah oui. Puis, si vous me permettez de vous expliquer toute la structure. Vous êtes là pour ça. Oui, puis on a du temps. Hein? OK, excellent. Fait que les CPE, comment ça fonctionne? Il y a plus de 1000 CPE au Québec. C'est à peu près 1000 parce que j'ai demandé à ChatGPT, lui, il m'a dit 1600. Puis après ça, on a vérifié, puis c'était plutôt autour de 1000. Attends, es-tu en train de me dire que ChatGPT n'était pas précis? Oui, absolument. Incroyable. Oui. OK. Il nous a donné d'excellents chiffres de 2021. Oui, puis il y a toujours une confusion entre le nombre d'installations, le nombre de CPE, parce que chaque CPE peut avoir 2, 3 installations. Oui, voilà. Donc, mettons qu'il y a à peu près 1000 CPE au Québec. Il y en a 50% qui est syndiqué. OK. Seulement? Oui, seulement 50%. Puis juste tranche de vie, moi j'ai été éducateur pendant vraiment longtemps, à partir de 96, et j'ai jamais été dans un CPE syndiqué. J'ai été dans un CPE tout le long, puis on a toujours refusé de se syndiquer parce qu'on avait l'impression d'avoir un partenaire devant nous qui était la direction. Je suis devenu la direction après ça, puis cette impression-là est restée un certain temps. Ceci dit, ce CPE-là, aujourd'hui, est syndiqué depuis moins d'1 an. Puis le CPE où je suis maintenant n'est pas syndiqué. Puis c'est à peu près ce qu'il y a de moins syndiqué possible. C'est le CPE d'une banque. Oui, c'est ça que j'ai dit. Mais donc, moi, j'ai jamais été syndiqué. En fait, le syndicat est dans un coffre-fort. J'ai jamais été syndiqué moi-même comme éducateur. Puis comme gestionnaire, j'ai jamais géré une équipe qui était syndiquée. Fait que ça, pour moi, c'est intéressant, tout ça. L'enjeu des éducatrices, c'est mon enjeu aussi. Je me vois pas du tout antagonisant les éducatrices. Là, je suis en équipe avec elles. Mais après ça, tout ce qui est système, comment ça fonctionne, moi, ça m'intéresse vraiment. Oui. Puis c'est vraiment drôle que tu le précises. Moi, j'ai été longtemps dans un milieu qui était non syndiqué aussi, en début de carrière. Et finalement, mon CPE s'est syndiqué en 2010. Et la plupart des CPE, des équipes qui se syndiquent, c'est vraiment parce qu'il va y avoir des difficultés avec la direction. Parce que leurs conditions de travail, c'est pas la direction qui va choisir le salaire, qui va choisir le nombre de vacances, c'est le gouvernement. Ah ouais, c'est l'étage plus haut. L'étage plus haut. Puis de plus en plus, on se rend compte que ça s'éloigne un peu, cette espèce de... Tu sais, historiquement, la gestion participative dans les CPE, les équipes qui discutent, les conseils d'administration, les directions, il y avait vraiment comme un esprit de communauté. Et de plus en plus, le gouvernement va s'immiscer dans la gestion et dans l'administration, dans le financement. Et de plus en plus, les directions vont juste dire, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le gouvernement qui l'a décidé. Ça fait une drôle d'organisation du travail. Oui, parce que c'est qui le réel employeur au bout de la ligne? C'est le CPE, mais c'est parce que c'est lui le donneur d'ordre, c'est lui le donneur de conséquences, mais par contre, c'est pas lui qui va choisir combien de vacances il va donner, combien d'argent il va mettre pour ton salaire. Et de là, l'importance, après ça, de dire, avec qui on va parler finalement si on veut une augmentation de salaire? Ça tombe pas par magie, c'est pas le gouvernement. C'est un travail à faire là, pour la négociation. Bon, moi, je me retiens, moi, de faire des pauses explicatives. Parce que la structure des CPE, les gens connaissent pas ça. Okay? En réalité, la partie patronale des CPE, ça va être la direction générale, puis son équipe de direction adjointe. Ça dépend de la dimension du CPE. Nous, on est très gros, donc tu as une directrice générale. Puis tu as après ça les directeurs adjoints, puis tu peux y avoir une adjointe administrative, puis ensuite toute l'équipe d'éducatrices et parfois du personnel aussi complémentaire. Mais au-dessus de la directrice générale, il y a un conseil d'administration de parents. Oui. Alors, c'est des parents qui sont sur le conseil d'administration et qui n'ont, eux, qu'un employé, la DG. Et si les choses vont bien, ce conseil d'administration-là a reçu une formation qui lui précise son rôle. Fait que toi, ton rôle, tu es là comme parent, mais tu n'es pas là parce que tu n'étais pas content de ton éducatrice l'année passée. Ah, okay. Mais ça, c'est dur de faire la part des choses. Je vais démissionner de ça. C'est pour ça que je vous regarde en vous disant ça, Fred. Mais c'est normal que certaines personnes arrivent là avec plein de revendications, mais en réalité, le CA est là pour être gardien des grandes lignes de la mission. Si c'est un CPE qui s'en va financièrement dans le mur, ils sont responsables de ça. Puis là, eux autres, après ça, ils délèguent leur pouvoir à une DG qui est censée, en quelque part, leur tenir tête aussi, puis dire, moi, je sais c'est quoi la job de DG. Puis elle, après ça, elle gère son CPE, puis elle a des enveloppes qui arrivent directement du ministère et avec lesquelles elle ne peut pas beaucoup jouer. Après ça, dans un CPE, il y a tellement de variabilité d'un CPE à l'autre, c'est assez incroyable. Et c'est peut-être
Est-ce que c'est bon, ça? Je sais pas, Fred. Mais Stéphanie Vachon, vous n'avez pas l'air sûr. Ce qui est difficile, c'est que... Puis moi, c'est ce que pour préparer l'entrevue d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé beaucoup de monde. Moi, j'ai été formateur pendant des années pour le programme éducatif. Vous êtes préparé? Oui. Wow. C'est mon travail. Ben oui, bravo. Et puis, j'ai fait beaucoup d'appels, puis à chaque fois, je me dis, comment ça se fait que les DG se parlent pas plus que ça entre eux? Le réseau, comme tel, il est fragmenté parce que toutes les réalités sont différentes. T'en as qui ont des locaux dans une commission scolaire, d'autres qui ont des locaux dans une coop, ça leur coûte à rien, d'autres qui sont dans une banque, qui ont des loyers super élevés. Puis là, tu essaies de comparer les situations financières des CPE, puis on n'est pas capable. Mais par contre, tout ce qui est réseautage à l'intérieur des CPE, il y avait un regroupement des CPE à Montréal avant. Il n'y en a plus. OK. Il n'y a plus de regroupement des CPE. Alors donc... quand on parle de qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme pierre d'assise pour que le réseau arrête de s'effriter, ben, un des éléments qui m'est resté, moi, de ce que j'ai fait comme petite recherche, c'est il devrait avoir des tables sur lesquelles les gestionnaires et l'équipe éducatrice aussi soient capables de parler d'une seule voix. Parce que là, en fait, ce qu'on entend, ce que les gens ont l'impression, c'est est-ce que les syndicats ont le point levé contre les directeurs généraux et les directeurs adjoints? Mais pas vraiment, parce qu'eux ont les mains liées. Donc, vous avez le point brandi, mais face au ministère. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pourrais même m'avancer pour dire les directions générales ont tout intérêt à ce que notre négociation fonctionne. Ben oui. C'est eux autres qui vont avoir l'enveloppe budgétaire après pour gérer. Puis, si on réussit à obtenir des meilleures conditions salariales, ils vont avoir plus de facilité à engager du personnel. Ça va faciliter leur vie. Fait que c'est comme si tout le monde travaille dans le même sens. Bon. J'ai envie de plonger. Parlons de l'état du réseau actuellement. Parce que là, la convention collective, elle est échue depuis 2 ans. C'est ça que j'ai compris? C'est bien ça, hein? Oui. Bon. Puis, il faut se dépêcher parce que là, ce matin, dans les nouvelles, on apprenait que le gouvernement veut restreindre le droit de grève et de lock-out des organisations gouvernementales. Oui, partez-moi pas là-dessus. Non. Vous reviendrez pour parler de ça. Vous êtes négociatrice, Stéphanie Vachon. Le réseau, qu'est-ce qu'on peut en dire là, présentement aujourd'hui? Oui, le réseau va mal. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Le manque de place et surtout le manque de personnel. La pénurie de personnel est vraiment aggravée et on sent qu'on a comme perdu le contrôle parce qu'elle fait juste s'aggraver de plus en plus, malgré le fait que le gouvernement dise « Hey, tu sais, on a fait un gros rattrapage salarial dans la dernière négociation. Ouais. » Nous, ce qu'on a réussi à obtenir, c'était vraiment... ça a été des augmentations salariales différenciées, puis ça a été beaucoup pour celles que ça fait super longtemps qu'ils sont là, celles qui étaient au top de l'échelle. Parce qu'on avait subi énormément de compression budgétaire. Entre l'époque création du réseau, essor du réseau, investissement, développement, yes, au Québec, on croit au CPE, ça va bien. On est un modèle unique. Exactement. Unique au monde. Et après ça, il y a quelqu'un, quelque part, qui a mis les breaks dans cet investissement-là et qui a dit, là, il y a trop d'argent dans les CPE, ça nous coûte trop cher. Puis nos amis dans le parti aimeraient ça ouvrir des garderies privées, fait que là, on va développer le privé. Oui, exactement. On les nommera pas. On les nommera pas, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Et ça a été... en rouge. C'est déjà que c'est bien en rouge. Je rappelle souvent cette anecdote, mais j'étais dans le bureau de Dominique Anglade parce qu'elle était députée de Saint-Henri. En tout cas, je me rappelle jamais du nom de la circonscription, mais c'est vraiment le sud-ouest, Saint-Henri à Montréal. Et j'avais dit, mais les libéraux, vous êtes anti-CPE. Puis elle m'avait dit, j'avais dit non, vous êtes pro-privé. Puis elle m'avait dit, mais non, très sérieusement. Alors que tout ce qu'on voyait se développer comme nouvelle place sous eux, c'était les garderies privées, puis que le discours ambiant était les CPE, c'est un trou sans fond, on est capable de faire de la qualité dans les garderies privées, passez-nous la POC, puis profitons de l'expertise. Les amis du parti ont été arrêtés. Profitons de l'expertise du privé. Parce qu'ils ont reçu des permis. En tout cas, bon. Voilà. J'avais oublié cette affaire-là. C'est vrai, ça. Moi, je me rappelle très bien, ma DG a eu des réunions avec une espèce de promoteur qui disait si tu me passes la POC, moi, tu vas avoir ton permis, ce sera pas compliqué. Mais non, c'est ça. Et laissez-moi vous expliquer Il y avait des grosses bagues. Pourquoi ça fonctionne pas avec les garderies privées. Et pourquoi, justement, ça a été un problème de vision. Parce que le financement, le principe du CPE, c'est un organisme à but non lucratif qui est géré par des parents, par une direction générale et que tout l'argent qui est généré est réinvesti dans le bien des enfants. Versus garderie privée qui va recevoir l'argent du gouvernement pour payer sa bâtisse. Et les propriétaires de garderies privées le nomment à des tables de concertation. Je l'ai entendu de mes oreilles. C'est mon fonds de pension, cette bâtisse-là. Vous ne pouvez pas me le prendre, c'est à moi cet argent-là. Et l'argent n'est pas investi après ça à la même hauteur. Non. Dans les services, par dépendamment. exemple.
Parce qu'ils veulent se dégager une marge de profit. Exactement. Moi, j'ai déjà été rencontrer un directeur de garderie privée parce que l'équipe venait de se syndiquer et il dit, là, je vais vous faire ça en une plus belle phrase que ce que j'ai entendu. Allez-y, on départ Radio-Canada. On peut dire Calice. OK, il dit, je me rappelle plus de ça qu'il a dit, mais fuck, là, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Ma business vient de perdre la valeur. À cause du mot de syndicat. Ben oui. Là, je pourrais plus la revendre au même prix. Fait que, tu sais, pour moi, ça a fait comme, OK, toi, t'es là pour faire du cash. Ça, c'est les enfants qui sont gagnants quand ces gens-là parlent. Puis ça, c'est l'argent des contribuables que le gouvernement dit, moi, je crois full aux garderies privées, j'envoie de l'argent là, gérez-le, ça va aller plus vite pour ouvrir des places. Après ça, Stéphanie, il y a deux choses. Tu as les garderies privées, puis tu as les garderies privées qui sont subventionnées. Donc, les places sont subventionnées au même titre que les CPE. Ça, la moyenne des gens ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Exactement. Puis il peut y en avoir des bonnes, très bonnes, puis il peut y en avoir des très mauvaises. On en a déjà parlé ici, God, mais ça fait plusieurs saisons. Alors, résumez-nous ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, ça existe des garderies qui sont privées à but lucratif, mais où les places sont à 9,35 $ comme les... Est-ce que c'est ça le tarif actuel maintenant? 9,10, 9,35, c'est indexé en janvier. Moi, je demande à ma blonde parce que c'est elle qui s'occupe de ça dans notre équipe. En 2024, c'était 9,10, il me semble, mais bref, c'est le fameux 5 $ par jour qui a augmenté, qui est devenu 9 $ et quelques. Ça reste très petit. Et puis, dans le fond, il y a des garderies privées, mais qui offrent le même prix. C'est-à-dire que ils vont avoir les mêmes subventions du gouvernement, mais si jamais ils arrivent à trouver une façon, eux, de générer un profit, ben écoute, non, c'est à eux. En servant du ballonné, par exemple. Par exemple. Ceci dit, vous l'avez dit, Fred, il y a des garderies privées qui sont menées par des anciennes éducatrices qui ont le cœur à bonne place, qui maintiennent la qualité. Et puis, tu sais, comme on a souvent dit ici, comme moi je l'ai souvent dit, si tu es capable de générer un profit, comme vous, Fred, vous avez un projet de gauche, si vous êtes capable de vous verser un salaire, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Non. Vous êtes une mauvaise personne pour d'autres raisons. Voilà. Tout à fait. Fait que ça, c'est les garderies subventionnées privées. T'as les garderies familiales qui sont la plupart du temps affiliées à des CPE. Et donc, eux ont des places subventionnées et on se comptera pas d'histoire, c'est pas payant. Okay? C'est beaucoup, beaucoup d'heures, il faut que tu fasses la cuisine. Et après la pandémie, notamment, ces gens-là sont partis. Il y a des milliers de places qui sont disparues du réseau parce que les RSG, les responsables de services de garde en milieu familial, sont partis. Il y en a qui sont restés, bien sûr. Après ça, tu as évidemment les CPE. Puis là, tu as les garderies privées qui sont vraiment indépendantes puis qui font ce qu'elles veulent. On peut par contre avoir l'impression que c'est aussi subventionné parce qu'il y a quand un parent paye, après les premiers mois, tu vas avoir un retour d'impôts en avance, ce qui fait que c'est un peu moins cher, mais ça ne deviendra jamais aussi peu. Non. Parce que ces places-là peuvent être à 85$ par jour. Tout à fait. Puis là, les gens sont, surtout pour les places poupons, parce que moi, c'est ce que je vois, la liste d'attente de mon CPE pour les poupons sont pleines à craquer. Même si c'est des gens de la banque qui ont priorité, on ne peut pas leur garantir une place à tous. Parce qu'au Québec, depuis le début du réseau, il manque des places poupons, ça ne s'est jamais rattrapé. Et donc, ils doivent se trouver un plan B immédiatement. Puis là, ça va être une place très, très chère. Puis ils vont s'inscrire là, puis ils vont payer. Puis à un moment donné, aussitôt qu'ils vont avoir une chance de rentrer en CPE, quand l'enfant va avoir 1 an ou 2, ils vont y aller. Mais donc, place privée subventionnée, CPE, milieu familial. Y a-t-il d'autres choses? Et là, la différence dans tout ça, c'est les services. Ils sont soumis à la même réglementation, par contre, mais la surveillance n'est pas nécessairement la même au niveau gouvernemental. Parce que ils ont une reddition de compte, semblerait-il, mais moi, j'ai entendu des affaires qui n'avaient pas de bon sens dans les garderies privées, là, qui est une espèce de racket de business, genre l'entreprise est propriétaire de la bâtisse et se loue lui-même un loyer pour sa garderie. Puis, les conditions de travail de ces filles-là, j'en ai qui sont syndiquées à la CSN, ça n'a aucun sens. Là. Vraiment encore vraiment pire. Puis là, on va ouvrir une parenthèse parce qu'il y a des libertariens qui vont nous écrire pour dire, les mauvaises garderies privées, ils vont fermer vu que les clients... Mais non, vu qu'on est en pénurie... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de plan B si tu as juste ça dans ton quartier. Il y a quelque chose de particulier. C'est qu'une fois que tu choisis un milieu, ton enfant s'adapte. Puis toi aussi, tu t'adaptes, puis tu crées une relation de confiance parce qu'il y a du bon monde pareil qui travaille là-dedans. Bien sûr. Puis éventuellement, ce qui se passe, c'est que là, tu as une opportunité de changer. Puis là, tu te dis, écoute, ce ne sera pas forcément mieux où je m'en vais. Et tu ne sauras jamais
de quoi ça a l'air un niveau de qualité d'un bon CPE versus, on va mettre ça au pire, une vraie mauvaise garderie privée. Tu ne sauras pas tant que tu ne vas pas changer. Entre autres, parce que ton enfant revient presque tous les jours avec un super beau bricolage. C'est vrai. Et ça rassure. Mais si le bricolage, il est trop beau, ce n'est pas normal. Non, il faut que le bricolage soit vraiment dans l'inspiration du moment. Fait que si ça a l'air de rien, c'est ça qui est... C'est exactement. J'imagine qu'on ne parle pas beaucoup de bricolage dans les négociations actuellement. Non. Le manque de place, il manque combien de place? Parce que ça aussi, il y a des informations contradictoires. C'est vraiment drôle parce qu'il ne faut pas se fier uniquement à ce qu'on entend de la ministre qui est vraiment fière de son bulletin. Là, c'est quelle ministre qui s'occupe des... C'est Suzanne Roy, la ministre de la Famille. Okay. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il restait encore un manque de 30 000 places et que la ministre avait comme mandat... CPE, c'est des places point. Place point. Ouais. Exactement. Ouais. Et la ministre avait un mandat d'en créer comme 37 000, je crois. Et elle est vraiment fière là, parce qu'il en reste juste 30 000. Nous, on a fait beaucoup de représentations pour que ces garderies non subventionnées-là soient transformées directement en CPE pour qu'on enlève l'élément abus lucratif pour que justement l'argent aille aux bonnes places. Bon, la qualité des services, on en a un peu parlé. Il y a des normes qui sont souvent garanties dans les CPE, mais en même temps, en contexte de pénurie, souvent les CPE ne sont pas capables non plus de répondre aux normes. Puis, je vais ouvrir une parenthèse, nous, on le vit présentement, puis c'est pas de leur faute, on comprend, mais on n'a pas l'impression d'être dans un CPE qui respecte sa mission. Et on pourrait décrire ça comment? C'est quoi qu'est-ce qu'on voit? Très peu de sorties. Okay. Roulement de personnel. Beaucoup sont partis en congé de maladie. Ils ont de la difficulté à se faire remplacer par des gens. Fait que l'année passée, là, à chaque semaine, on voyait 2 ou 3 nouveaux visages d'éducatrices dans le groupe de Miville. Ben, je t'invite à le garder, ce segment-là. Ah ouais? Oui, parce que Non, mais c'est un témoignage de la réalité. On n'arrête pas de le dire, comment ça va pas bien, mais ça, c'est je veux pas lancer la pierre à la direction. Non, la problématique, c'est parce qu'il manque de personnel qualifié. C'est ça. Présentement, le monde que dans ton CPE, là, c'est du personnel qui est majoritairement non qualifié, probablement. Qui est à peine majoritaire au niveau de l'âge. Hein. La passion de quelqu'un, pour vrai... Je pense qu'elle sortait de son secondaire 5. C'est ça. Très bien intentionnée, mais elle était comme... Mais ça marche pas, c'est parce qu'on peut pas s'improviser éducatrice. Mais non. Tu sais, on a une qualification, là, c'est 3 ans d'études collégiales, on est spécialiste dans le développement de l'enfant, on sait comment intervenir auprès des enfants, on a un coffre à outils super bien rempli. Quand j'arrive dans mon groupe de 8 enfants, puis que ça se désorganise, ça se mord, j'ai du couscous partout, j'ai une couche qui déborde, j'en ai un autre qui est en apprentissage. Il y a de l'entrisme dans les CPE avec le couscous. Mais... ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, j'ai un coffre à outils super bien rempli. Je vais être capable d'intervenir. Le gouvernement, présentement, il dit, hey, savez-vous, un adulte, n'importe qui. Mais ça, même des écoles. Les enfants. Exactement. Mais la fille qui arrive, là, elle n'a aucune qualification. Elle ne le sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle va être complètement débordée. Elle va partir en pleurant en fin de la journée. Elle va s'être faite mordre. Elle va en avoir perdu. Peut-être à sa pause, même. Peut-être à sa pause qu'elle va partir. Sortir la gouache. Souvent, ça ne suffit pas pour calmer. Non, c'est une très mauvaise idée. Faut que tu sois en contrôle de ton groupe quand tu sors la gouache. Ça, puis le bac à eau. Je vais faire un petit point sur des éléments importants de la qualité. Okay? Vous en avez nommé un qui était la stabilité du personnel. Après ça, si ça peut être du personnel incompétent, ça, c'est autre chose. Mais juste qu'il soit toujours là pour construire quelque chose avec ton groupe d'enfants, l'attachement. Si tu es éducateur, si tu n'as pas de connexion avec ton enfant, là, ça va être très, très difficile de l'épauler, surtout si c'est un enfant plus fragile. Stabilité du personnel, là, ça, c'est un indice. Si ça roule comme ça, là, c'est pas bon pour les enfants, c'est certain. Non. C'est très difficile pour le personnel aussi. Après ça, tu as la formation initiale. La qualité de la formation initiale, vous avez nommé le DEC. Ça, c'est un des chemins pour devenir éducatrice. On peut aussi faire une AEC, qui est un DEC, mais sans un paquet de cours obligatoires. On fait juste les cours là, choisis en petite enfance. Puis après ça, il faut que tu fasses 3 ans de travail comme éducatrice pour être reconnu formé. Tu échanges tes 3 années de formation, mais tu n'as toujours bien pas un DEC. Tu as seulement une AEC. Puis après ça, il y a toutes sortes d'autres programmes qui existent, dont on ne rentrera peut-être pas là-dedans. Mais donc, d'avoir du personnel reconnu, formé et qualifié, ça, c'est un élément clé de la qualité. Ça a été mesuré, entre autres, par les gens de l'UQAM qui s'intéressent depuis des années au contexte à la qualité des contextes éducatifs. Après ça, il y a le milieu où les filles arrivent, où les éducatrices arrivent. Si c'est un milieu de marde, comme on les appelle dans le milieu, si tu arrives dans un milieu de marde, un CPE de marde ou une garderie de marde, même si tu as eu une super formation, ton niveau de qualité de travail, là, il va baisser en chute libre. Et donc là, tu commences par où? Si tu es un CPE de marde, il faut que tu ailles chercher des nouvelles diplômées de qualité, puis une à la fois,
va faire que ton milieu va basculer du côté de la qualité. C'est ce qui m'est arrivé, moi, à mon CPE en 96. C'était un CPE qui roulait pas mal tout croche. Fred, vous avez déjà travaillé là. Oui. Pour vous dire comment ça roulait tout croche, ils m'ont engagé un été. C'est ça, avec votre formation qui était assez limitée, je pense, en termes de petite enfance. Ah, ben j'étais décrocheur à l'université en philo. C'est ça. Et vous aviez une mauvaise relation avec votre père. En plus! Alors, mettez ça ensemble. On fait bien des blagues, mais c'était un CPE avec des gens bien intentionnés, mais qui roulait pas mal tout croche. Tu as dit, je faisais du remplacement du groupe le plus vieux. J'étais pas... C'est ça. On a eu beaucoup de plaisir. Oui. On s'en souvient. Les enfants, on ne sait pas, mais nous, mais on aime assez les éducateurs mâles. Pour vrai, ça fait une grosse différence. Imaginez, tant qu'à parler de mâles, c'était Savard qui était là. En tout cas. Mais tout ça pour dire que ce CPE-là, moi, je l'ai vu se professionnaliser. Quand vous parliez du portrait du réseau, là, moi, je garde toujours cette idée-là en tête, c'est-à-dire un réseau qui était en accélération, qui était en développement, puis là, on le sentait. Puis là, je me disais, il n'y a pas encore assez d'éducatrices qui ont de l'allure pour renverser la situation. Puis à un moment donné, c'est arrivé. On s'est mis à parler de pédagogie, on s'est mis à parler de qualité. Puis là, éventuellement, la directrice qui était là est partie. Puis depuis ce temps, ce CPE-là s'est professionnalisé et je pense que ça s'est passé à la grandeur du réseau entre 96, 97 et 2011, 12, 13, quand les libéraux sont arrivés. Mais ça, Stéphanie Vachon, vous êtes négociatrice. C'est une problématique qu'on ne peut pas régler à la table de négo, là. Oh, ben oui. Comment on fait? Il y a place parce que pour inciter les jeunes étudiantes à choisir le DEC en petite enfance, il faut que le métier soit reconnu et valorisé. Et ça passe par le salarial. Oui. C'est prouvé, les études qualité arrivent à la même conclusion. Nathalie Bigra, entre autres, a fait une étude là-dessus spécifique. C'est prouvé qu'il faut augmenter le salaire d'entrée. Là, les jeunes, là, qu'est-ce qu'ils font présentement quand ils choisissent leur DEC? Là, ils disent, hey, si je vais travailler dans ce milieu-là, de un, mon salaire d'entrée, il est vraiment trop bas. Mon salaire c'est quoi le salaire d'entrée? Il est à 21,65 à l'heure actuelle. Quand tu es formé. Quand tu es qualifié. Mais ça, sur une base annuelle, mettons, à temps plein? Je pense que ça représente 39 000. Et ça va prendre 4 ans. Si t'es monoparental, là, tout seul dans une maison, le loyer que tu vas réussir à te payer, admettons qu'on parle de Montréal, tu risques de ne pas être proche de métro. Oui. Puis ça va te prendre 11 ans avant d'atteindre le top de l'échelle salariale, qui est à 30 $ de l'heure. Fait que là, c'est la technique la moins bien payée de toutes les sciences, disons, molles. C'est fou, ça. Oui. Vraiment. Fait que là, et en plus, quand tu fais cette technique-là, tu as une seule voie de sortie. C'est le seul métier que tu vas pouvoir faire. Tandis que si tu fais éducatrice spécialisée, tu vas pouvoir travailler dans plein de milieux, tu sais, dans les écoles, dans les hôpitaux, tu as comme plein de sorties. Si tu fais l'éducation à l'enfance, tu peux travailler en CPE, garderie privée, ou tu peux devenir technicienne au service de garde scolaire. Et tu seras beaucoup mieux payé qu'en CPE. Fait que s'il y avait une réelle valorisation du métier, si le gouvernement prenait ça pour vrai là, en main et disait, là, coup de barre. Mais ils le font pas parce que ça coûte trop cher. Ils le font pas parce qu'ils veulent pas investir en petite enfance. On est comme l'enfant pauvre du secteur public. Là. On est comme un parapublic, toujours traité un peu différemment. Coralie Laperrière? Oui, ben moi je voulais dire parce que j'ai animé la manifestation de ma place au travail en juin dernier. Puis je voulais dire 2-3 petites affaires. Là, justement, là-dessus. Oui, go! Ben, premièrement, si les parents veulent se mobiliser, les parents peuvent se mobiliser puis appuyer les éducatrices par exemple, en s'impliquant dans ma place au travail, qui fait des manifestations puis qui fait aussi de la pression au niveau du gouvernement pour avoir plus de place. Puis on en a parlé un peu, mais j'ai ma tuque féministe en ce moment que tout le monde m'a déjà vu avec. C'est un enjeu féministe important, les garderies. Non seulement les éducatrices sont majoritairement des femmes, mais c'est aussi que les femmes vont devoir rester à la maison quand elles n'ont pas de place au travail. Donc, il y a vraiment aussi un gros enjeu féministe là-dedans qu'on parle pas. Puis je serais toujours curieuse de voir, est-ce que le gouvernement agirait plus rapidement si les éducatrices, c'était des garçons et si c'était les garçons qui restaient à la maison pour s'occuper des enfants. J'ai l'impression que ça serait différent un peu. Puis aussi, les femmes immigrantes, beaucoup, vont travailler aussi dans les garderies et aussi vont être... Avec des voiles? Oui, ça va faire bien peur au gouvernement. Ça, exactement. Fait il y a aussi l'enjeu de l'immigration qui est important parce qu'ils vont souvent, il y a des gens, justement, des personnes qui viennent d'arriver qui vont prendre ces emplois-là qui sont moins bien rémunérés parce que c'est la seule chose qu'elles peuvent faire en arrivant. Et aussi, les femmes immigrantes qui arrivent au Québec, des fois, elles n'ont pas le droit à, justement, des subventions, les garderies subventionnées. Des fois, ils n'ont pas le droit de ces avantages-là. Donc, elles font des garderies en milieu familial. Et là, on arrive dans une espèce de cercle vicieux où il y a des femmes immigrantes qui arrivent, qui peuvent pas vraiment rentrer dans un autre marché de l'emploi que celui-là. Et là, elles restent dans la pauvreté. Et bon, on arrive dans un cercle vicieux comme ça. Fait que
Bref, je vais juste le dire aussi. Et en plus, en ce moment, vous disiez peu de sorties scolaires avec les CPE. Ben, le théâtre jeunesse a dit récemment, on l'a vu dans la presse, qu'il n'y a pas d'argent en ce moment dans le théâtre jeunesse. Et c'est entre autres à cause qu'il y a de moins en moins de sorties de garderie. Ah, mais moi, je parlais même de sorties dehors. Là. Ah oui, ben c'est pas besoin d'aller dans un théâtre. Là. Mais imagine... Juste sortir dehors. Oui, mais imaginez comment tout ça est relié. J'aimerais ça qu'on se rappelle de ça aussi, que comme les parents sont impliqués, les femmes sont impliquées, les nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes sont impliqués là-dedans, et aussi le milieu culturel jeunesse pourrait être impliqué là-dedans. Donc c'est comme un gros toute une clientèle que le gouvernement aime beaucoup. Oui, exactement. Les artistes et les immigrants. Exactement, mais si on mettait tout cet argent-là là-dedans, on pourrait vraiment régler presque plein de problèmes à la fois, puis je trouve ça un peu fou que les gens voient pas tous ces fils-là qui se tissent entre eux. Puis on le sait que c'est prouvé fiscalement que des gens travaillent, que des femmes travaillent, ça rembourse facilement le coût des CPE. Godefroy, vous levez la main. Faut que je tape sur un clou qu'on a déjà fait souffrir beaucoup ici, ce pauvre clou, mais c'est bien si on peut soulever l'enjeu sur le plan économique, c'est-à-dire ce ne sera pas compliqué. Ma place au travail, Christy, c'est pas ma place en garderie, c'est ma place au travail. Ouais. Est-ce que je peux travailler? Non, je peux pas parce que j'ai pas. Trouvez-moi une place pour mon enfant. Ouais. Puis là, il y a vraiment un risque d'ouvrir des places en accéléré qui seront pas des places de qualité. Ouais. Puis là, il faut revenir à ce que Camille Bouchard disait, qui a écrit Un Québec fou de ses enfants, qui est vraiment un penseur derrière l'idée même des CPE. Ouais. Et l'idée, ce n'est pas d'être un service pour permettre aux gens d'aller travailler et participer à l'économie. Ouais. C'est pas ça l'idée des CPE. L'idée des CPE, c'est d'être une partie prenante du parcours scolaire et de citoyen des enfants. Et l'investissement dans un CPE de qualité, dans un endroit comme le Québec, où il y a beaucoup de pauvreté puis de personnes qui sont à risque, des nouveaux arrivants qui ont besoin d'être bien accueillis, si vous les accueillez seulement à la maternelle, il y a un méga choc et on passe à côté de... Mais Godefroy, je suis d'accord avec tout ça. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que collectivement, c'est des arguments qui sont convaincants, alors que, je sais pas Stéphanie, ou c'est vous qui êtes à la table de négociation, mais de faire comprendre aux gens du gouvernement qui sont des top guns de l'économie, que plus de garderies, c'est plus de gens qui travaillent, c'est plus de recettes fiscales, c'est plus de matchs de hockey qu'on peut payer pour faire venir des équipes de l'extérieur. Parce que je pense pas que la qualité du préscolaire, là, c'est quelque chose, c'est une corde sensible chez les... Tu sais, je veux dire, on a des systèmes scolaires les plus inégaux en Occident, puis personne ne veut changer ça. Fait que je suis pas sûr que c'est le meilleur argument. C'est pour ça que je parlais... Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais vous avez raison! Admettons qu'on disait, parfait, on met l'accent sur cet argument économique-là. Faudrait trouver une façon de leur en passer une petite vite, puis de les obliger à ce que ces places qui ouvrent soient des places de qualité. Non, tout à fait. Oui, mais là, Stéphanie Vachon, vous êtes à la table de négociation. Présentement, là, vous travaillez sur quoi? C'est quoi les grands enjeux? Oui. Bien, en fait, présentement, tu sais, toutes les demandes qu'on a déposées, nous autres, le gouvernement les refuse dans sa totalité. Ah ouais. Et on a sur la table l'offre salariale de mai 2024 là, qui est à 12,7 % D'augmentation. C'est ça. Ouais. Donc, on a beaucoup de discussions au niveau des besoins qu'il y a sur le plancher. Il y a beaucoup d'enfants à besoins de soutien particulier. Il y en a vraiment de plus en plus. Ouais. Et vraiment, ce que les filles nous le disent, puis tu sais, je vais encore dans mon milieu, je le vois là. Ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a cette multiplication-là et qu'on n'a pas d'aide. On n'arrive plus à passer au travers nos journées de façon zen et paisible et dans la bonne humeur parce qu'il y a toujours un élément qui vient faire en sorte que le groupe va se décomposer parce que tu as un enfant qui te demande toute ton attention. Qui a des besoins particuliers puis qui n'a pas de service pour lui. Exactement. Ouais. L'allocation pour les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers, est-ce qu'elle est bien utilisée? Combien on en a? Puis souvent, ça va prendre un diagnostic. Combien d'enfants n'ont pas encore été diagnostiqués et ont besoin de cette aide-là, de cet accompagnement-là, d'un ratio 1-1, là, d'être capable d'avoir quelqu'un qui vient heureusement, faire le système de santé, ça va bien. Fait qu'on sait qu'au moins, on peut compter sur blague. On demande si tu sais des heures pédagogiques parce que ça veut dire quoi, ça? Des heures pédagogiques, c'est pour faire toute notre planification et tout préparer parce que, dans le fond, c'est ça qui fait toute la différence entre garder et éduquer. Les enfants sont pas juste garrochés dans le local parce que si tu leur mets 3-4 jouets puis que tu planifies pas tes affaires, ils vont juste s'entretuer avant la fin de la journée. Puis ils vont se traiter de caca. C'est ça. Tu n'en viendras pas à bout. Les plus futés. Oui, c'est mon quotidien. Mais il y a vraiment un souci pédagogique. On est vraiment dans le travail très poussé. On va faire notre planification en fonction des besoins des enfants, du développement, où est-ce qu'ils sont rendus parce que chaque enfant est unique. Chaque
chaque enfant est le premier agent de son développement, il apprend par le jeu, comment je vais placer mes ateliers parce que je veux stimuler telle affaire chez tel enfant. J'ai remarqué que lui, au niveau du langage, c'est plus difficile, je vais apporter tel élément. Fait que c'est un travail qui est vraiment approfondi pour la travailleuse, pour l'éducatrice. Et il y a des normes de plus en plus sévères. Maintenant, on a un dossier de l'enfant à faire. Avant, c'était juste un rapport aux parents, dépendamment des CPE, c'est pas chromé égal. Et encore là, même si on a une réglementation qui vient nous obliger de faire un dossier 2 fois par année, c'est pas chromé égal quel dossier qui sera utilisé. Et il y a beaucoup de travail en amont à faire, beaucoup d'observations. Il faut vraiment que tu prennes en note les faits observables. Il a dit telle affaire dans tel contexte, avec tel ami, parce qu'il faut que je le prenne en note sur mon petit post-it, parce que je vais falloir que je le dise aux parents le 15 décembre. Fait que ça, c'est ça prend du temps. On peut pas le faire sur le fly, à la lueur de la fenêtre, pendant qu'on essaye d'endormir les enfants. C'est ça. On a déjà une pause à essayer de se gérer, puis elle est obligée de s'auto-gérer parce qu'il y a eu trop de coupures, puis là, je suis toute seule pour remplacer le groupe d'à côté en même temps que j'ai mon groupe pendant qu'elle prend sa pause. C'est l'enfer. Fait que ça, c'est un enjeu de négociation. Oui. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, au niveau salarial, bien entendu. Là, nous autres, on demande d'avoir un rattrapage avec le secteur public. Parce que dans la dernière négo, on a un peu scrappé notre relativité salariale qu'on voudrait replacer. Ça, c'est les emplois tous les uns par rapport aux autres parce que on parle beaucoup des éducatrices, d'ailleurs, depuis le début du balado, mais un CPE, ce n'est pas que des éducatrices. Il y a une responsable en alimentation qui ferait 2 fois plus si elle allait dans le réseau public, qui travaille toute seule, qui se fait toujours couper son budget sur qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse de la magie, là, vraiment, pour faire un repas qui est super équilibré, qui va respecter l'ensemble des allergies. Elle gère les allergies. Et il y en a-tu des allergies? Il y en a de plus en plus. Moi, j'appelle ça des caprices. Non, pas du tout. Viens donc en tuer une coupe dans mon CPE, tu sais. Non, ça n'a aucun sens. Puis tout le personnel de bureau travaille super fort et invisible. Là. À la dernière négo avec le gouvernement, on disait non, tu peux pas augmenter juste les éducatrices. Ça a été l'enjeu de notre bataille de dire, hey, il n'y a pas juste des éducatrices. Ces femmes-là, dans le bureau, ils sont essentielles. C'est eux qui font les inscriptions, c'est eux qui vont tout gérer l'administratif. Puis lui, le gouvernement, il nous dit, mais moi, j'en ai pas besoin d'eux autres. C'est des éducatrices que j'ai besoin. Fait que ça, tu sais, quand je disais au début, là, le portrait des CPE, là, c'est intéressant de savoir que tous les non-syndiqués bénéficient de nos luttes. Monsieur, madame, tout le monde nous voit en greffe, font comme, les syndicats, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Mais si nous, on n'était pas là, le réseau des CPE n'aurait pas de conditions de travail. Le gouvernement, il ne donnerait pas, comme par magie, ces conditions-là. En fait, c'est que non, mais c'est au-delà de ils veulent pas payer. J'imagine qu'il y a autre chose derrière la stratégie du gouvernement. Là. Je sais pas, en fait, c'est très complexe. On a de la difficulté à comprendre c'est quoi sa stratégie présentement parce qu'il il nous présente pas nécessairement, comme je disais, l'offre de l'autre centrale. Il fait juste nous dire, ben là, tu as trop de demandes, enlève tes demandes si tu veux que je te présente quelque chose. Je comprends pas pourquoi ils traitent le réseau des CPE différemment du secteur public. Puis là, je parle pas juste de nous offrir le résultat de la dernière négo du secteur public. Mais ça veut dire quoi, différemment du secteur public? Puisque les CPE, c'est pas le secteur public? Les CPE, c'est une espèce de parapublic, vu que c'est presque à 100% subventionné par le gouvernement. Pourquoi il va 100% subventionner l'école, tout le réseau scolaire, puis les CPE, il va donner de l'argent, mais il va dire, vous autres, ça va juste être la même affaire, mais en moins. Tout ce qu'il nous offre à la table est toujours en moins, en version édulcorée. Ça, c'est problématique. Il faut qu'ils reconnaissent que sans le réseau des CPE, sans toute la petite enfance au Québec, là, le réseau scolaire, ça fonctionnerait pas nécessairement. Non. Stéphane Vachon, merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci. Je vous laisse aller parce que vous allez négocier. Là. Oui, vous allez manquer une bonne émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Bye. Bon, Coralie Laperrière, faites-nous rire. Là. Je suis là pour ça. Bon, mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une chronique pleine d'espoir. Ah oui, hein? Ouais, je voulais encourager les gens à se mobiliser face à la montée du fascisme. Mais finalement, je suis tombée sur des chroniques de Christian Rioux puis Emmanuel Latraverse, puis ça m'a donné envie de m'asseoir dans un banc de neige puis d'attendre la souffleuse. Fait qu'on va parler de ça à la place, OK? Les États-Unis vivent des inégalités de richesse inégalées que l'homme le plus riche au monde est en train de couper dans les lunchs d'enfants défavorisés. Tout ça arrive et que le président se calisse ouvertement des droits humains. Ben, il y a des chroniqueurs et chroniqueuses au Québec qui, eux, pensent qu'on devrait s'inspirer plus des États-Unis. Non, mais je trouve que c'est un bon timing. Non, mais c'est étonnant. Ouais, en fait, les chats sortent du sac. Oui, il était pas très bien caché. Non, mais là, je suis comme... OK.
On sait qui... on a l'air juste. Oui, vraiment. Et c'est quand même du jamais vu que des chroniqueux trouvent qu'on devrait faire comme les États-Unis. Non, mais tu sais, c'est comme un adolescent qui veut pas porter de bottes d'hiver parce que les cools à l'école, ils en portent pas. Sauf que les cools à l'école qui portent pas de bottes d'hiver, c'est pas parce qu'ils sont cools, c'est parce que leurs parents sont absents ou irresponsables. Pour moi, c'est pareil avec les États-Unis. Et on va commencer avec Fred, avec votre préféré, Christian Rioux. Ah, mon Dieu. Dans Le Devoir, qui a publié à la Saint-Valentin un article qui s'intitule « Rupture de contrat ». Et normalement, je lis jamais Christian Rioux, mais ces temps-ci, j'essaie de diminuer ma consommation de réseaux sociaux. Mais parce que je suis quand même accro à mon cellulaire, je me suis mise à lire des chroniques impertinentes puis écouter toutes les vidéos dans l'application Météo Média. Ne faites jamais ça en tempête. Puis là, tu regardes. En fait, je vais jamais sur Météo Média pour savoir la météo. Quoi? De la lave? Moi, j'ai vraiment un problème. Là, je regarde tout. Puis c'est comme 22 pubs de char avant que tu l'ouvres. Et j'avoue que j'ai cliqué sur la chronique de Christian Rioux, surtout parce que le sous-titre était pour moi un bon clickbait. On ne combat pas le racisme par le racisme sans mettre à mal le contrat social. Ah, mon Dieu. Pour moi, un homme blanc qui crie au racisme anti-blanc, c'est comme un vidéo de chien avec des lunettes de soleil. Tu le sais que ça va être niaiseux, hein? Tu sais, comme quelle discrimination t'as vécu, Christian Rioux? T'étais pas sur le beat à ton cours de merengue? Puis... je pense que le merengue, c'est trop exotique. Sûrement. Ouais. Il doit prendre des cours de menuet, lui. Là, j'ai un cours de menuet dans la tête comme image, c'est fabuleux. Non, mais, puis d'abord, je tiens à dire que, c'est ça, les mesures de diversité et inclusion sont pas parfaites. Hein? Tout le monde, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un couple interracial lesbien dans une annonce de banque qu'on s'approche de l'égalité. Là. C'est comme un band-aid sur la fracture ouverte qu'est le capitalisme patriarcal et suprémaciste blanc. Mais pensez que tous les hommes cis hétéros blancs ever sont en poste parce qu'ils l'ont 100% mérité, c'est se mettre un doigt dans l'œil jusqu'au coude, OK? Et les gens qui sont contre le fait que certaines personnes aient une job à cause de leur genre ou de leur couleur de peau, c'est souvent des gens qui ont une job à cause de leur genre et de leur couleur de peau. Donc, dans le torchon numérique de Christian Rioux, il commence en parlant d'un ex-employé de Google qui a critiqué l'entreprise pour sa vision sur la diversité et inclusion, et il dit ceci: le jeune diplômé de Harvard osa avancer l'hypothèse que les hommes et les femmes sont par de nombreux aspects différents biologiquement et que ces différences ne sont pas uniquement construites socialement. Il en concluait que ces différences pourraient partiellement expliquer pourquoi nous n'avons pas 50% de représentation féminine dans les secteurs techniques et aux postes de direction. Bon, déjà, en quoi les différences biologiques entre hommes et femmes ont rapport avec tes qualifications pour un poste de direction? C'est faut-tu prouver qu'on est capable de bencher le bureau qu'on va occuper? C'est-tu notre craving de chocolat une fois par mois qui fait qu'on n'est pas capable de lire des rapports? By the way, tout le monde est d'accord que les hommes et les femmes sont différents biologiquement. Hein? Faut vraiment jamais avoir vu la table d'une artisane féministe dans un marché d'art qui célèbre le corps des femmes en vendant des boucles d'oreilles en forme de toton imparfait puis des vulves en sacoche crochet. OK? Puis c'est entre autres pour ça... J'ai jamais vu ça au marché Saint-Michel, au marché aux puces. Pas au marché aux puces, mais tu sais, un petit marché d'art Angus, là, il y a des ou un pop-up vintage. Oui, il y a de la vulve en crochet qui se donne là. Pour vrai, il y a comme 14 tables de ça. Bon, puis... Ma vie sociale est incomplète. Oui. C'est ce que je réalise. Là. Vraiment. En tout cas, c'est entre autres pour ça qu'il y a un paquet de féministes qui demandent que les études en santé s'intéressent au corps des femmes puis qu'on fasse pas juste assumer qu'on a le métabolisme d'un homme pas de pénis. Là. Chose qui va être difficile à faire pour les chercheurs aux États-Unis depuis que Trump a interdit le mot femme dans les articles scientifiques. Je m'attendais à ce que Christian en parle. Ils en ont pas parlé encore. Non. Ah, puis Sophie Durocher, elle trouve pas qu'on efface les femmes quand on fait ça. Non. C'est curieux quand même. Et un des exemples des programmes de DEI pour Christian Rioux, c'est celui-ci. Comment expliquer à un fils d'ouvrier des quartiers pauvres qu'on lui a préféré une femme noire de Westmount pour des raisons de diversité sans provoquer chez lui une révolte parfaitement légitime? Déjà, de quel job tu parles, Christian? Oui. C'est quoi cette situation complètement hypothétique qui s'appuie sur des bases aussi bancales que le désir des ministres de la CAQ de se représenter, là? Puis Westmount, c'est ça son référent de 1982 pour parler d'un quartier riche au Québec. Comme lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas visité Saint-Lambert puis Candiac, là.
puis un fils d'ouvrier de quartier pauvre. Ouais. Déjà, quel ouvrier? Des jobs ouvrières au Québec, il en reste genre 14, puis il y en a 12 là-dedans qui sont occupés par des personnes immigrantes. Puis quel quartier pauvre? Comme, il est même pas capable d'en nommer un parce que ce dont lui il se rappelle sont tous gentrifiés. Oui. Puis pourquoi sont gentrifiés? À cause d'hommes blancs qui se sont ouverts des dinettes avec des plats à 32 piastres présentés sur des planches de bois. Je trouve que ces temps-ci, la majorité du commentariat de droite, c'est « Et si ce scénario complètement hypothétique arrivait? » Hein? Non, mais ils sont là à parler du danger imaginaire des femmes trans dans les toilettes publiques, alors que la priorité des féministes, c'est plutôt l'équité puis la fin de la violence faite aux femmes. Mais quand on dit ça, on se fait traiter de radical. Et à entendre parler de la droite, la gauche passe 100% de son temps à censurer des professeurs d'université pour revendiquer des privilèges exclusifs aux femmes voilées trans albinos en chaise roulante. Puis là, évidemment que la gauche va défendre les droits des minorités et des personnes opprimées, mais jamais ils vont parler de tous les autres combats de la gauche, hein, comme l'accès au logement, la crise climatique, la lutte à la pauvreté, l'accès aux soins de santé et à un salaire décent, l'arrêt du génocide en Palestine, puis le respect de base en général. Faudrait surtout pas sous-entendre qu'un synonyme d'être woke, c'est avoir de l'empathie. Bref, Christian Rioux termine avec une citation d'un économiste afro-américain, Thomas Sowell, qui est probablement une des personnes noires préférées des gens qui disent la phrase « je suis pas raciste, mais ». Il dit « La prochaine fois qu'un universitaire vous dira à quel point la diversité est importante, demandez-lui combien il y a de républicains dans son département de sociologie. » Bon, déjà, être républicain, c'est pas une identité, c'est une opinion. Puis s'il n'y a pas de républicains dans un département de sociologie, c'est un peu la même raison pourquoi il n'y a pas de climatologue, climato-sceptique ou d'épidémiologiste anti-vax, OK? Puis sinon, un autre beau torchon, la même journée, ça a été une chronique d'Emmanuelle Latraverse. Oui! Elle a viré, hein, pas mal. Ouais. Dans le Journal de Montréal, et ça se titrait « Elon Musk et son Doge doivent servir d'inspiration au Canada. » Ouais. Puis là, j'en parle pas juste pour vous fâcher, là, c'est pour qu'on commence à se créer une liste pour le prochain procès de Nuremberg, OK? Puis là, excusez pour le point Godwin, mais quand je lis que Elon Musk devrait être une inspiration pour le Canada, j'ai l'impression de lire que, pour vrai, Hitler avait des bons côtés. Ben oui! Non, mais faut dire que les babines suivaient les bottines. Hein? Il y avait le courage de ses ambitions, tu sais. Alors, ça commence, elle dit « Elon Musk polarise. Ses admirateurs le vénèrent, ses détracteurs le conspuent. Les dernières semaines n'ont rien fait pour apaiser ce clivage. » Le clivage, hein? Non, c'est vrai, on est tellement divisés, les nazis puis les anti-nazis, tu sais. Pourtant, je suis sûre qu'on a plein de points communs, genre l'appréciation d'un bon chocolat chaud un soir de tempête. Puis là, elle poursuit. Ces conflits d'intérêts, ces méthodes brutales, possiblement anticonstitutionnelles, ont braqué bien des gens. Et pourtant, l'exercice qu'il mène a du mérite. J'aimerais beaucoup ça qu'on cite ce passage-là quand les premières images d'horreur des camps de concentration de migrants à Guantanamo vont sortir. Là. Ça serait le fun. Ça va mal vieillir, je pense. Et elle poursuit. Elon Musk est un vire-capot. Donald Trump est un mégalomane enivré par son pouvoir. Ensemble, ils forment un duo toxique. Et pourtant, qui d'autre s'est donné la peine de passer au peigne fin chacune des dépenses de l'État, ligne par ligne, dollar par dollar? Personne. Lui, il a fait ça en 36 heures. Oui, non, il a fait ça avec vite. Puis son fils. Avec 4 de 20 ans. Ouais. Avec... Puis elle pense que ça a été bien fait. Oui, ligne par ligne. Ouais. Ligne par ligne. Genre, ça existe-tu quelqu'un de moins minutieux que Donald Trump? L'avez-vous vu signer des décrets? Il se les fait expliquer. Puis là, il signe sans les lire, comme un parent pressé qui signe la sortie scolaire de son kid à Saint-Jean-de-Mata. Puis Elon Musk, je pense que la seule façon pour lui de comprendre les dépenses de l'État, c'est quand on lui explique avec des mimes. Puis quelle dépense passée au peigne fin? Est-ce qu'à part de l'histoire des 50 millions de dollars pour des condoms pour le Hamas, hein? Alors que USA a dépensé $0 sur des condoms dans tout le Moyen-Orient. Puis pour vrai, même si le 50 millions de dollars pour des condoms, c'était vrai, c'est comme un pet comparé aux 17,9 milliards de dollars qui ont été donnés à Israël depuis le 7 octobre 2023. Ça doit faire beaucoup de condoms quand même. Et elle poursuit, à Québec comme à Ottawa, les gouvernements se sont lancés dans une révision des programmes. On prétend faire le ménage, mais dans les faits, on n'y arrive jamais. Pourquoi? La machine protège ses chasses gardées, puis la classe politique craint les controverses et achète la paix.
Parce que lui, Trump, il protège pas sa chasse gardée. Hein. L'abandon des poursuites contre le maire de New York, c'est un hasard. Hein. Puis c'est sûr que Elon Musk est totalement impartial quand il fait donner 8 millions de dollars par jour par l'État américain. Puis là, elle cite des dépenses farfelues et sa source, attention, c'est Rebel News. Ah ouais, ça c'est fou. Rebel News. Rebel News. Comme moi, ma grand-mère m'envoie des nouvelles générées par l'intelligence artificielle plus crédible que ça. Non, c'est fou, ça. Puis on dirait que la droite a fait comme si elle était la seule et unique critique des dépenses publiques. Ouais. Hein? Comme si la gauche, on n'avait jamais dit un mot sur le match des Kings, les comités de sages, le panier bleu, le pipeline de Trans Mountain acheté avec notre argent ou le salaire de Bernard Drainville en général. Et la gauche, on critique jamais ça, nous. Non, la gauche, nous, on paierait aveuglement. Ouais, là, parce qu'on n'est pas bon en économie. Non, c'est ça. Ouais. On parle pas d'argent. Non. On a peur de parler d'argent. Non, parce qu'on est subventionné. Non, c'est ça. Moi, ça me fait rire. D'ailleurs, parenthèse, moi, ça me fait rire quand on dit que au Québec, on n'aime pas ça parler d'argent. Ça paraît que c'est des riches qui parlent de ça parce que moi, chez mes amis pauvres, on parle toujours d'argent. Ben oui. Comme on parle toujours du fait que notre loyer coûte cher, c'est rendu plus cher à la STM. On parle constamment d'argent. Fait que clairement, c'est juste les riches qui en parlent. La théorie, c'est que le tabou, c'est de parler des gens qui ont de l'argent. Ouais. Si quelqu'un dans un souper va dire « Hey, moi, je la fais, la pièce », ben là, on va se retourner contre lui puis ça va être mal vu de parler d'argent. Ouais. Ben surtout parce que si t'es pauvre puis tu parles avec du monde pauvre puis tu dis que t'as pas d'argent, je pense qu'on est capable. Ça compte pas. Je pense qu'on est capable. Dans la tête des riches. Non, c'est ça, mais on parle pas d'argent au Québec. Puis tout le monde est d'accord pour questionner l'argent public. C'est juste que la gauche pense qu'on devrait investir dans l'éducation, la santé publique, l'environnement. Puis la droite pense qu'on devrait baisser les impôts puis acheter des nouveaux guns à la police. Puis, il y en a plein des dépenses publiques que j'aimerais qu'on re-questionne. Par exemple, les crédits d'impôt pour les abonnements numériques. C'est vrai. Hein? Ça te donne un crédit quand tu t'abonnes au Devoir ou au Journal de Montréal. Ben moi, ça me fait pas plaisir que collectivement, on paie 20 millions de dollars par année au fédéral pour payer le salaire de Christian Rioux puis d'Emmanuel Latraverse. Puis là, je dis pas que je suis contre le fait de donner de l'argent aux médias d'information. Non. Mais je pense que pour être un média d'information, il faudrait d'abord qu'il y ait de l'information. Vous savez qu'en France, il y a un gros scandale présentement avec François Bayrou qui aurait fermé les yeux sur un scandale sexuel dans une école catholique. Et j'attends, à la fin des années 90, François Bayrou est le nouveau premier ministre, si ma mémoire est bonne. Ouais. Puis c'est un vieux de la vieille. Et il n'y a pas un asti de ces chroniqueurs-là qui en parlent. Non. Parce que c'est une école catholique. Et on parle de centaines d'enfants qui ont été agressés entre les années 90 et 2005. Et l'affaire Pélico, les viols de Mazane, Christian Rioux n'en a jamais parlé. Non. Imaginez si ça avait été des musulmans qui avaient... Imaginez. Ah. Merci, Coralie. Merci. On est là. Il faut se déposer. C'était pas simple de se déplacer de la librairie Résonance jusqu'à ici. Nous fûmes bien accueillis quand même. Par un enfant qui n'est pas au CPE aujourd'hui. Parce qu'il est malade et qui nous traite de caca. Oui, j'avais été averti. Oui. Je pensais pas à quel point c'était vrai, mais c'est vraiment vrai. Godefroy, vous êtes éducateur, j'imagine que tout ça est normal. J'ai été éducateur longtemps, puis oui, c'est normal. J'ai même des amis là, qui ont notre âge qui disent souvent caca. Quand ils sont un peu malades, quand ils font de la fièvre, puis qui ont été trop longtemps à la maison, ils disent caca. OK. Oui. Alors, on va faire une petite conclusion? Ben oui. On a ce luxe-là? On a ce luxe-là, puis c'est un sujet qui, moi, me touche très directement. On s'était dit, qu'est-ce qui reste de tout ça? Une fois qu'on a eu cette discussion avec Stéphanie Vachon de la CSN, qui est là comme porte-parole, en fait, représentant syndical des éducatrices. Puis je répète c'est tout à fait biaisé. Oui, on est vendu. Oui. Et pourtant... Est-ce que vous l'êtes autant que... Ben moi, en réalité, comme j'expliquais, j'ai jamais été syndiqué, de un. Et puis, quand les gens venaient nous voir comme en maraudage, c'était souvent ça avait l'air je trouvais que ça avait l'air des thugs. Très vite comme ça, des gros morons. Et je généralise pas, évidemment, mais jamais on a été tenté d'être syndiqué parce qu'on avait un super bon rapport avec notre directrice générale de l'époque. Puis quand je suis devenu gestionnaire, ben il y a eu un moment où il y a eu une espèce de vague. Puis là, l'équipe m'a dit « Hey, on pense à se syndiquer. » Puis là, j'ai dit « Mais ça, si vous êtes rendu là, c'est parce que vous ne réalisez pas c'est qui notre DG. » Alors, ça, c'était la preuve que le CPE commençait à grossir, puis qu'il y avait comme une distance qui s'établissait. Puis là, ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'est « On veut participer aux grandes luttes. » Donc aller au-delà. C'est pas seulement aller chercher des meilleures conditions pour nous ici au CPE. C'est intéressant, ça. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que toi, t'es en... Puis ce que j'ai creusé un peu en préparation de l'épisode, c'était que un CPE qui vient de se syndiquer, comme mon ancien CPE, eux
eux, ils n'ont pas eu à voter pour être en grève ou pas, parce qu'ils n'ont pas encore leur première convention collective. Ah, bon. Mais un CPE qui serait syndiqué, qui a sa convention collective, ne va pas forcément être en grève, même s'il est affilié à la CSN. Ils doivent voter. Ah oui, je comprends. Alors, les gens qui ont une carte de membre CSN sont sollicités pour voter. Ceux qui sont un peu frus contre le syndicat et qui ne croient pas à ça peuvent très bien ne pas y aller. Fait que là, tu peux avoir aller voter. Oui, c'est ça. Tu peux avoir 3 personnes d'un CPE qui se pointent puis qui décident de voter puis d'être pour la grève ou contre. Fait que c'est ça qui fait que c'est pas tous les CPE, même affiliés, qui sont en grève en ce moment. Et puis, il y a d'autres CPE qui pourraient carrément décider, en discutant avec leur conseil d'administration, c'est ce qu'on avait fait en 2015 quand c'était Couillard qui était là. On n'était pas syndiqué, on avait quand même débrayé. Non, c'était Charest. On avait débrayé une journée avec l'appui du CA, donc les parents étaient derrière ce choix-là. Fermer le CPE une journée complète, mais c'était il y a bien longtemps. Et dans un autre CPE que celui que j'ai en ce moment. Mais bref. Mais les parents sont souvent solidaires. Moi, je le vois, tu sais, j'ai des griefs envers le CPE actuel, mais je suis extrêmement solidaire des éducatrices. Mais c'est qu'en fait, c'est que gérer un CPE, c'est de gérer des mauvaises conditions en ce moment. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est gérer un milieu qui est sous-financé. Puis là, moi, il faut bien être transparent. Moi, je ne gère pas des budgets. Moi, je suis le directeur adjoint d'une installation sur 3 et j'ai le chapeau particulier de la pédagogie. Il y a une autre directrice adjointe qui, elle, est responsable d'administratif, puis elle touche un peu plus au budget. Mais il y a des... C'est ça que je me disais. Qu'est-ce qu'on peut bien raconter à notre public, nos auditeurs, qui sont sans doute déjà sympathiques à la cause des éducatrices, parce qu'on en a déjà parlé ici, parce qu'ils sont plutôt à gauche. Puis ils ont les enfants qui vont dans des CPE, probablement. Les chanceux. C'est quoi? Oui. Les chanceux. C'est vrai. Parce que, tu sais, dans le fond, le problème aussi, c'est que les CPE devaient être un maillon, comme disait Camille Bouchard, du système d'éducation, une préparation à la vie scolaire. Puis quand je pense à tous les néo-québécois qui arrivent, puis qui doivent s'inscrire sur la place 05, je te garantis qu'ils ont de la misère. Puis après ça, est-ce que ces gens-là ont accès à des CPE, par exemple, comme le mien en milieu de travail? Pas du tout. Et là, ce que ça veut dire, c'est que parmi tous ces gens qui n'ont pas de place en CPE en ce moment, qui en auraient besoin, bien, il y a ces gens-là. Fait que les CPE ont, puis ça a déjà été étudié. Ça pourrait peut-être être un élément d'intégration intéressant, les CPE. Absolument. Puis il y a des endroits puis il y a des endroits comme des quartiers où il y a une belle intégration entre le communautaire puis les CPE, ce que moi je vivais dans mon ancien CPE. Ben, il y a des ententes protocoles entre le CLSC puis le CPE pour qu'on réserve des places pour des familles pour différentes raisons. Et donc, ça fait partie des enjeux qui sont évidemment pas débattus, parce que là, en ce moment, ce dont on parle, c'est beaucoup plus les conditions de travail des éducatrices, puis c'est normal. Oui, tout à fait. Mais après ça, il y a un enjeu qui n'a pas été soulevé, mais c'est celui des agences. Parce que, tu sais, les fameuses agences dans le système de santé, moi, ça fait 10 ans que je vois ça aller, je me dis, aïe, non, mais on va vivre la même chose. Les conditions de travail deviennent plus difficiles dans les CPE. Puis là, les éducatrices se disent, puis si jamais ça t'arrive une fois, tu es remplaçante sur appel, formée, qualifiée, il y a tellement de travail partout. Si tu n'es pas capable de trouver près de chez toi un vrai job à temps plein, mais tu donnes ton nom à une agence. Puis là, maintenant, ce qui se passe, Fred, c'est que les agences reconnaissent davantage de formation. Ça veut dire que si tu as une formation, mettons, en France, puis tu viens au Québec, moi, comme CPE, il faut que je remplisse des dossiers, puis il faut que je prouve que j'ai fait mes recherches, puis que le diplôme de telle fille qui vient d'arriver d'Europe... tu n'as pas pu le trouver il va être... Non, c'est pas ça, c'est qu'il va être reconnu ici, et donc je peux la payer au salaire reconnu, formé, qualifié. Tandis que s'il y avait une agence, l'agence, elle peut dire, je le reconnais ton diplôme, puis je vais te payer... Ils vont payer plus cher qu'en CPE. Parce qu'ils ont la possibilité, eux, de nous charger de l'heure plus cher. C'est ça. Fait que nous, puis ce que ça fait, c'est que ça fait il y a certaines éducatrices qui vont choisir de ne pas aller en CPE, puis qui vont aller, parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences dans les CPE où ça n'allait pas bien, ils vont dire, hey, tant qu'à ça, moi, j'ai pas envie de faire partie d'une équipe où ça roule tout croche, je m'en vais à une agence, puis là, je peux dire, moi, je veux juste des 3-4 ans. Je ne veux pas travailler avec les 18 mois, je ne veux pas de pouponnière, j'ai mal au dos, ça ne me tente plus. Si tu m'envoies à plus de 20 minutes de ma maison, j'irai pas. En temps normal, quand tu mets toutes ces conditions-là, tu n'as jamais de job. Mais non. Mais là, il y a tellement de pénurie que les bonnes éducatrices se ramassent à avoir des conditions intéressantes en agence. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça va siphonner les éducatrices qui pourraient faire partie des équipes de remplacement permanentes des équipes. Puis là, ce que ça fait, c'est que toi, dans ton CPE, vous, dans votre CPE, quand il manque quelqu'un,
qui va remplacer? Non, c'est ça. Si vous allez du côté des agences, ça va être n'importe qui arrive le matin même. Puis ce ne sera peut-être pas les meilleurs qui vont être là parce que c'est un CPE qui a mauvaise réputation. Oui, c'est ça, j'allais dire. Les gens se parlent en plus dans le réseau. Tu peux te dire, moi, je ne vais plus à ce CPE-là. Je vais à celui-là. Fait que ça, c'est un des problèmes que, tu sais, quand on parle, le problème principal des CPE, c'est effectivement la rétention du personnel puis d'attirer des éducatrices. Mais avec des agences privées... Ça court-circuite toute la patente. Ça fait que ça fait partie vraiment des enjeux qui sont... difficilement, moi j'ai pas de réponse à ça. Mais non. Puis c'est qu'en plus, dans le financement des CPE, cette enveloppe-là qui couvre les éducatrices d'agence, le CPE, le gouvernement, il est comme aveugle à ça. Fait qu'il il se rend pas compte, lui, dans la façon que nos papiers sont faits, est-ce que c'est un 30 000 $ de mauvaise gestion de tel département ou est-ce que c'est des agences parce que tu étais face à la pénurie? Qui coûte plus cher. Oui. Parce que là, ce qu'on veut, c'est d'attirer des éducatrices vers attirer des humains intelligents vers la profession d'éducatrice. C'est ça qu'on veut. Parce que le plus gros problème, puis vous l'avez nommé dans votre CPE, c'est l'instabilité auprès des enfants. Puis l'instabilité est directement reliée avec la pénurie de personnel. Puis un CPE qui n'est pas attractif, va faire partie du problème parce que les gens qui sont là vont dire « Hey, j'ai pas envie d'être éducatrice, moi. » Puis ils vont s'en aller. Non, c'est ça. Puis j'avoue, là, on est présentement dans les nouveaux studios. Très joli. De la balado. Très joli. Mais on est dans un quartier où il y a des maternelles. Des prématernelles 4 ans. Mm-hmm. Et on a inscrit le Petit Miville. Parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dit tantôt. Oui, vous n'avez pas été convaincu par votre expérience en CPE. Non, mais on est chanceux. Oui. Parce que c'est pas tout le monde. Parce que c'est pas dans tous les quartiers. Oui. Puis c'était premier arrivé, premier servi. Et c'est pas confirmé, mais on était dans les premiers. Fait que je pense que ça va être correct. Là. Puis vous sembliez dire que c'est une prématernelle 4 ans qui a bonne réputation. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi des écoles qui sont mal organisées pour accueillir des tout-petits. Là. Tout à fait. Mais on s'entend que ça devrait pas être le cas. On devrait avoir confiance à nos institutions publiques. Tant au niveau préscolaire du CPE que maternelle. Parce qu'à un moment donné, il y avait un débat qui disait faut pas que les enfants de 4 ans aillent vers les écoles. Faut qu'ils restent au CPE. Parce que ça va phagocyter le réseau des CPE. C'était pas ça la réponse des CPE. La réponse des CPE, c'était de dire oui, mais on est les meilleurs pour s'occuper des 4 ans. Parce que nous, on a une formation 0-5 ans. Alors que les enseignantes, puis le ratio enfant enseignant est beaucoup plus élevé. Fait que tu auras une enseignante qui va gérer 14 enfants ou 16 au lieu de un 10 en CPE. Mais là, maintenant, ils ont une aide. Ils ont une éducatrice avec eux. Fait que bref, Fred, en réalité, il ne faut pas du tout entrer en lutte entre les CPE et les écoles pour les 4 ans. Qu'est-ce qu'on veut? Ça devrait être tout intégré dans un réseau réfléchi. On veut de la qualité. C'est ça qu'on veut. Pour tout le monde. Donc, on n'est plus à la place. La place des 4 ans va tout migrer vers les écoles. C'est une question de temps. Ah ouais? Hein? Oui. Oui, parce que c'est ça que le gouvernement veut faire. Puis les ratios sont plus avantageux là-bas. On va en placer plus. Et dans cette optique, pensons à nos néo-québécois qui ne sont pas capables de se mettre à la place 0,5 puis qui anyway, il n'y a pas de place en CPE. S'ils ont une place à l'école, ils sont à l'école une année plus tôt, écoute, c'est une bonne chose. Ils vont arriver en maternelle plus près. Tout à fait. Et donc, faut que les gens comprennent à quel point c'est un enjeu de société qui est important. Qui est important. Puis la lutte syndicale, c'est un des éléments. C'est un des éléments. Puis si on veut résumer ça au salaire des éducatrices, on ne s'astinera pas longtemps. Non. Mais après ça, moi, ce que je me pose comme question, c'est, mettons qu'on règle le problème. Le salaire augmente. Toutes mes éducatrices en ce moment que je vois qui semblent, elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont l'air d'être pas bien. De trouver que c'est trop difficile de... En fait, le salaire ne suffira pas, on l'a dit tantôt. Le salaire ne suffira pas, mais qu'est-ce que ça prend dans ce cas-là? Parce que moi, mon problème, là, c'est que je me rappelle très, très, très bien quand moi, j'étais éducateur. Et mon souvenir, c'est de m'être éclaté pendant 10 ans. Il y a eu des moins bonnes années sûrement, là, mais j'ai comme oublié. Mais des projets de corps humain, de décorer le local en espace, en préhistoire. Peut-être que les éducatrices que vous supervisez là, en tant que directeur, peut-être qu'ils n'ont pas tant de fun que ça dans votre CPE. Regarde. Mais c'est ça que je pense. Mais je ne sais pas pourquoi. Il faut leur demander. C'est votre rôle. Vous êtes gestionnaire. On essaie, Fred. On essaie vraiment. Mais sauf que des fois, j'ai l'impression que je vais faire un parallèle tout à fait... boiteux. Non, mais vos yeux vont sûrement s'agrandir. Quand je jouais au hockey, il y a certaines périodes où je me disais, puis là, je parle pas de période de hockey, de tiers-temps, je parle de passes dans ma vie où j'avais
plus de drive au hockey. J'avais l'impression, puis ça dépendait pas de la ligue, ça dépendait pas de la game. Puis je me suis rendu compte que les moments où ça me revenait, puis que je redevenais dynamique, c'est les moments où je perdais du poids, où j'étais moins gros. OK? Donc, quand j'étais sans trop que vous allez avec c'est ça, sans trop le savoir, si j'étais dans une passe où j'étais de plus en plus en forme, je sais pas, en bonification de mon bien-être, ben je me rendais compte que j'avais bien plus d'énergie, alors que quand j'étais en train de m'empâter puis de physiquement aller moins bien, je m'en rendais pas compte, mais j'avais beaucoup moins de drive et de plaisir à jouer. Puis j'ai l'impression que quand j'étais éducateur, j'ai eu des moments où j'étais plus gros, d'autres moins gros, et ça jouait pas. Mais si on fait un parallèle entre ma game de hockey et mon travail, le réseau entier se portait mieux. Le réseau était en forme. Le réseau benchait. Le réseau benchait, mangeait ses légumes, puis il manquait pas de vitamines. Et on avait l'impression d'être en amplification, puis d'être en... Puis moi, je pense que ça jouait sur l'humeur des gens. Alors que ce qui se passe aujourd'hui dans le réseau, c'est comme si le réseau était en train de s'empâter. Puis de ce que tu entends des experts qui travaillent dans les CPE en ce moment, vont dire on s'en va dans le mur pour plein de raisons. Mais tu sais, on parle de pénurie de personnel. Puis moi, je te dis en même temps, j'ai 30 000 places qu'il faut que j'ouvre. Donc, on va ouvrir des places en CPE puis en garderie subventionnée à vitesse grand V. Puis en même temps, on n'aura pas plus d'éducatrices. Donc, le problème de pénurie va augmenter. Donc, le problème de plaisir au travail va continuer à péricliter. Et donc, j'ai l'impression, moi, que cette impression de faire partie d'un tout qui est emballant joue sur l'humeur des gens. Fait que là, la grande question, c'est comment tu fais pour convaincre des gens qui sont dans le milieu en train de travailler qu'il va avoir un virage, ça va être le fun, puis qu'elles en font partie, puis sinon, elles sont debout dans leur local en train de se dire est-ce que je devrais travailler dans une école? Est-ce que je devrais retourner à l'école 3 ans puis me réorienter en soudure à l'aluminium où je vais faire 75$ de l'heure? Et des fois, j'ai l'impression que la seule façon de s'en sortir, c'est de miser sur les luttes communes, comme celle des syndicats, puis en même temps, se reposer la question comme éducateur, c'est encore le fun? Parce que je pense que travailler avec un groupe de 8 enfants, ça n'a pas changé. C'est encore un métier, si tu es à la bonne place, qui est tellement drôle puis le fun. Mais je sais pas comment faire ça, moi. Puis je me demande si c'est possible. Ce sont d'excellentes questions. On va s'arrêter ici, gars. On va tous y réfléchir. Oui. Parce que on pourrait élargir au Québec en général. Absolument. Est-ce que c'est plaisant d'être un Québécois en 2025? Pas toujours. Pas toujours. Mais est-ce que ça veut dire, Fred, qu'on arrête? Est-ce que si cette humeur-là nous atteint, ben là, moi, j'ai plus envie de faire des chroniques. J'ai plus envie de venir ici parce que je suis pas assez payé, parce que c'est trop compliqué, parce que Fred déménage. Puis là, ben, en même temps, c'est qu'il faut que tu te questionnes, j'aime-tu encore ce métier-là? Et moi, je pense que le métier d'éducateur, je l'ai dit souvent, c'est un des métiers les plus subtils et les plus difficiles. Mais si tu es la bonne personne pour le faire, c'est un des métiers les plus le fun au monde. Et je le sais, j'ai fait plusieurs affaires. Mais là où je me suis éclaté le plus pendant une aussi longue période, puis que je peux appeler mon métier, c'est quand j'ai été éducateur. Alors, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, qui sont éducateurs, de rechoisir leur métier. Puis ceux qui ne connaissent pas ce métier-là, je vous dirais, sans le connaître, faites-moi confiance, ils méritent tout votre respect. Oui, tout à fait. Puis ils méritent votre appui dans cette lutte-là syndicale. Voilà. Hey, merci, God, vraiment. Merci à tous nos éditeurs. Alors voilà ce qui conclut ce 21e épisode. Je vous l'avais dit que le segment des CPE, ça allait être intéressant. Je sais qu'on en parle, c'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais c'est tellement important, c'est tellement central. Évidemment, je le vis, j'ai un enfant, j'en ai eu 2 en fait, dans le réseau. Mais c'est tellement important pour le Québec d'avoir un réseau des CPE en santé qui répond aux besoins de la population. Puis je veux faire un lien avec la chronique de Coralie, qui encore une fois était très target sur Christian Rioux, sur Emmanuel Latraverse. Puis je veux revenir aussi sur ce dossier de la presse parce que j'ai vraiment trouvé ça déplacé que la presse, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, la remise en question de la démocratie, la destruction des structures étatiques avec le comité Doge, et que la presse
Et là, je le sais que je suis critique des médias, puis il y en a qui sont tannés peut-être de m'entendre toujours critiquer les médias, mais je pense que c'est important qu'on le fasse, puis c'était un peu à cause de Philippe de Grosbois. C'est le premier, en fait, qui est arrivé avec son livre « La collision des récits », vous le savez, il est devenu chroniqueur, qui a structuré une critique des médias, puis on n'en a pas au Québec de critique des médias. Moi, je suis toujours flabbergasté de l'espèce de côté mafia, puis je le dis pas péjorativement, comment on peut parler de mafia sans que ce soit péjoratif, mais les médias se critiquent jamais entre eux, ou à peu près pas. Puis là, cette semaine, Québécois qui emprunte une bande FM qui n'a même pas été attribuée à Québécois, c'est-à-dire la faillite de Week-end, donc ça appartient à Leclerc Communication, qui loue, je veux dire, ils contournent la loi et ils se servent de cette tribune-là pour faire du vélo-bashing à cœur de jour, puis c'est pas, je dirais que c'est pas ce qu'il y a le plus problématique à Québécois, à Cube Radio, entre autres. Tu sais, je veux bien là, la pluralité des voix, mais il y a une critique à structurer au Québec par rapport aux médias pour qu'ils se sentent surveillés, qu'on lâche un peu l'espèce de mythologie du quatrième pouvoir. Puis François Cardinal, entre autres, le rédacteur adjoint, l'éditeur adjoint de la presse, est beaucoup là-dessus. Puis d'ailleurs, quand je critique les médias, je devrais être plus précis. Je critique, puis je pense qu'il faut le faire, les comités de direction des différents journaux ou même des départements d'information, que ce soit à Radio-Canada, à la télé, à la radio, les journaux. Parce que c'est pas tant les journalistes le problème. Les journalistes ont souvent les poings et les mains liés. Évidemment, ils peuvent évoluer dans leur propre profession et leur code de déontologie et leur formation. Mais les ordres viennent de plus haut. Mais on m'a confirmé qu'à la presse, ça avait brassé. Les journalistes n'étaient pas contents de l'inclinaison pro-pétrole qu'a pris la presse en réaction aux menaces de tarifs américaines. Puis je reviens sur ce dossier-là de remettre en question les acquis de la Révolution tranquille. Je trouve ça cheap que la presse se servent d'une période aussi tendue, aussi inquiétante pour en profiter, pour remettre en question. Et vraiment, on sent, là, c'est l'agenda conservateur de Stéphanie Gramont. Et on nous a présenté un dossier qui était, dans le fond, un ramassis de chroniques. On est très, très loin du journalisme d'enquête. Puis François Cardinal est bien bon pour nous faire la leçon sur le dialogue, puis tendre la main à l'extrême droite. Puis c'est donc important de se parler, puis de mettre de côté nos préjugés. Mais ce dossier-là, c'était une job de bras anti-révolution tranquille, anti-filet social québécois, pour nous répéter qu'on n'avait pas les moyens. On ne parle pas des baisses d'impôts qui durent depuis des décennies et auprès des particuliers et auprès des entreprises. On ne parle pas d'évasion fiscale. On ne parle pas des éléphants blancs du gouvernement, Nordvolt, on pourrait en nommer plein. Je ne reparlerai pas de la SAQ, mais tous les médias l'ont fait, avec raison, mais on ne remet jamais en question la perte d'expertise qu'on a décidé collectivement de laisser aller. Tous ces fonctionnaires qu'on a dégraissés au cours des années, toute cette expertise-là qu'on remet entre les mains de firmes externes, ben ça donne le fiasco de la SAQ, ça donne le fiasco du REM, parce je pense qu'on est obligé de dire que tout ça s'enligne vers le fiasco, parce qu'on confie ça au privé. Puis là, on a encore un journal qui se fait le gardien de la démocratie et qui nous offre un grand dossier de chronique orientée. Hey, on peut-tu s'entendre que collectivement, là, on n'a-tu pas besoin d'une analyse de Gaétan Barrette sur le système de santé? Le pyromane du système de santé. Pourquoi il demande encore aujourd'hui de commenter le système de santé? Paul Arcand a eu des grandes années de radio. Paul Arcand est millionnaire. Paul Arcand a eu le crachoir pendant des décennies. Est-ce qu'on peut laisser la place à d'autres histoires, à d'autres façons de voir l'actualité? On l'a entendu encore chier ces pistes cyclables, le mythe du déneigement des pistes cyclables. Moi, là, je fais du vélo d'hiver. J'ai entendu toute la marde à Québécois cette semaine qui s'est dit sur les pistes cyclables en hiver. Ça va finir par faire de la violence sur la route, hein, parce que vous le savez que c'est ça qui arrive, c'est qu'on le sent, l'impatience des automobilistes, parce qu'on n'arrête pas de le répéter qu'on n'a pas d'affaires, mais c'est un moyen de transport. Moi, j'amène mon enfant au CPE, qui est en pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on coupe depuis tellement longtemps. Les pistes cyclables ne sont pas déneigées depuis plus qu'une semaine. Je dis pas qu'il fallait qu'elles le soient. Il y a eu des chutes de neige records, et ça va continuer. Ça va faire partie de la crise climatique. Je dis pas qu'il fallait qu'elles le soient, mais on peut-tu arrêter de dire qu'elles sont déneigées? Elles sont pas déneigées. Je peux même pas prendre mon vélo. Cette semaine,
j'étais sur une avenue, je peux même pas sortir sur le trottoir avec mon vélo et même pas aller dans la rue. Fait que pourquoi des médias continuent de répéter ces mythes-là pour craquer le monde, alors qu'on sait très bien que c'est les voitures qui ralentissent le déneigement à Montréal? Il y en a trop de chars. J'en peux plus. J'entendais encore Soraya Martinez-Ferrada, la candidate d'Ensemble Montréal, à la journée est encore jeune. J'ai entendu un extrait sur Blue Sky qui répète encore des mythes. C'est même pas vrai que les stations Bixi sont déneigées. Personne ne la remet à sa place. Puis on accepte ça, que ça occupe l'espace médiatique, alors que ces gens-là ne comprennent pas que s'il y a moins d'autos sur la route, ça va faciliter la vie des automobilistes. On n'accepte pas que des gens décident d'avoir un autre moyen de transport que la voiture, puis quand ils se tournent vers le transport collectif, une fois sur deux, ça marche pas parce que c'est soit sous-financé ou confié à la caisse de dépôt qui visiblement avait pas l'expertise pour faire un train de banlieue qui fonctionne. Je disais, en 2025, j'en reviens pas pour vrai. Cette semaine, là, ça a été vraiment, vraiment dans mon délire de fièvre, de grippe. J'en revenais pas. J'étais, voyons, on recule. Hey, le vélo d'hiver, là, ça fonctionne, les amis, puis on vous oblige pas à en faire. Mais crissez-nous patience si on a choisi ça comme moyen de transport au lieu d'avoir un char. Finalement, j'ai pris un communauto pour aller porter mon fils à la garderie cette semaine en partie. On a pris l'autobus une fois avec ma conjointe. Ça a été le bordel. Mon bon point, là, c'est que je revendique cette importance-là de critiquer les médias. Puis j'aimerais ça qu'on soit plus à le faire, ceux qui ont des tribunes, au lieu de fermer sa gueule parce que peut-être qu'un jour, je vais travailler pour eux puis ça va me permettre de payer mon loyer. Hey, pour vrai, s'il faut faire ça là, pour tolérer l'intolérance comme on l'entend dans des radios comme Cube, hey, je vais faire un autre métier pour vrai. S'il faut que je fasse à semblant que c'est correct ce qui se dit, parce que de toute façon, dans mon cas, Cube, c'est réglé. Là, j'en ai déjà parlé. Ils m'ont déjà courtisé, puis je leur ai dit poliment non au début de cette aventure-là. Et Richard Martineau, d'ailleurs, a prétendu que c'était moi, en tout cas. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout ça pour dire que vos gueules, à un moment donné, là, tassez-vous les vieux, puis laissez donc les jeunes être autre chose que ce que vous avez été. Et construire des pistes cyclables qui vont ne servir que quelques mois par année, parce que les autres mois, ils vont être fermés. Quoi qu'on les déblaie, parce qu'il y a 2-3 crinqués qui veulent les autres montrer à tout prix que les autres sont bons, puis ils font du vélo à moins 30, puis regardez-moi aller, puis comment je suis beau, puis comment je suis bon. Mais c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale. Les quelques coins qui font du vélo en hiver, bravo pour vous autres. Je suis content de vous voir arriver au travail avec la morve au nez puis le dessous de bras qui pue. C'est bien correct. Je suis content pour vous autres. Je doute pas ça, là. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les maudites pistes cyclables, puis là, je vais dire maudites, puis il y a bien du monde qui me l'écrivent. Hey, je vous lance une question parce que dans ces temps troubles, vous le savez, moi, j'ai fermé mon compte Amazon, j'ai fermé mon compte Adobe, j'ai fermé mon compte Airbnb. Je m'en servais plus, cela dit, d'Airbnb, mais là, j'avais encore mon compte. Fait que je l'ai désactivé avec cette nouvelle que le CEO était rendu dans le comité Doge. Mais là, vous savez que la balado organise des soirées d'ensemble parce que DJ Fred Savard fait du bien, paraît-il. Je sais que les soirées d'ensemble que j'organise, ils pognent. J'en ai fait au Lion d'Or, j'en ai fait au ministère. Puis là, je migre vers le Osgang Plaza, cette salle sur la Plaza Saint-Hubert qui est gérée par un OBNL d'économie sociale. Puis je trouve tellement que ça fit avec mes valeurs. Fait une salle de 400 places, centrale, ça va être vraiment trippant. Mais là, je me rends compte que comment je vais faire pour vendre des billets, en fait, pour faire la promotion, parce que moi, je le faisais avec Facebook. Puis tu sais, Facebook, malheureusement, sur le plan de la pub, c'est vraiment efficace. Parce que pour pas cher, tu peux rejoindre vraiment ta clientèle. Puis tu sais, j'aurais pas les moyens de... De toute façon, c'est des soirées d'ensemble. Je veux dire, je vais pas commencer à faire de la pub dans le Devoir ou à la presse. Là. Je veux dire, je comprends que les médias sont pas contents parce que les GAFAM ont pris une portion de leur revenu publicitaire, mais pour des petites organisations comme la mienne, c'est-à-dire le LBFS incorporé, que vous voyez souvent pour les donateurs et donatrices sur votre reçu de dons, ben
ça me permet pour 300-400$ de rejoindre énormément de monde puis d'avoir un retour sur investissement de la pub pour, on s'entend, amener des revenus à une balado de gauche qui veut, jour après jour, doucement, détruire le capitalisme. Je me disais, hey, qu'est-ce que je fais avec ça, là, avec tous ces boycotts? Est-ce que j'achète de la pub sur Facebook et sur Instagram qui me permet de remplir ma salle? Puis tu sais, on s'entend, ça me fait du bien aussi d'être DJ dans ces soirées-là parce que je danse pendant 6 heures. Les gens sont là, les gens sont contents, les gens veulent danser, ça leur fait du bien. Fait que je vous lance la question, comment vous percevriez le fait que DJ Fred Savard achète de la pub en pleine guerre commerciale avec les États-Unis? Achète de la pub sur Facebook pour remplir sa salle, pour aller chercher une partie des revenus. Évidemment, c'est pas mon revenu principal, mais reste que dans le LBFS incorporé, les soirées dansante, c'est un 20% à peu près des revenus annuels des activités des 2 balados. La balado Fred Savard et On a fait nos recherches. Alors voilà, ça m'a habité cette semaine parce que je veux que ça marche. J'en ferai pas à chaque mois là, de ces soirées-là, mais j'aimerais en faire une par saison. Là. Genre les 4 saisons de DJ Fred Savard au Osgang Plaza. La prochaine est le 12 avril. Les billets sont pas encore en vente, mais je me dis comment je fais pour... Parce que les algorithmes font en sorte, sur Facebook, t'as beau créer un événement, t'as beau l'annoncer, t'as beau faire des vidéos sans acheter de pub, tu rejoins pas grand monde. Moi, j'ai un groupe de 417 personnes juste pour les soirées dansante de DJ Fred Savard. Quand je fais une publication là-dessus, puis c'est un groupe, là, c'est un groupe public, je rejoins des fois 60 personnes. Alors que c'est un groupe que les gens s'abonnent à ce groupe-là. Fait qu'à un moment donné, je suis comme pogné avec la logique de marde des GAFAM, mais en même temps, pour pas beaucoup d'argent, je réussis à rejoindre du monde qui vont emmener de l'eau au moulin d'une compagnie qui essaie d'inverser un peu, très modestement, mais le capitalisme, en tout cas. Alors, je vais avoir je vous pose encore la question. Est-ce que je suis un traître à la nation canadienne? Que je me crisse un peu, en fait, dans l'absolu. Là. D'ailleurs, ça, on y reviendra, mais ce renouveau nationaliste canadien, cette semaine, avec la fameuse partie de hockey, qui n'était pas si intense que ça quand on la regarde. En tout cas, mais ça m'a étonné. Ça m'a rappelé, en fait, le nationalisme de la commission Gomery. Ouais, j'étais comme, hey, on a-tu oublié que troquer un nationalisme québécois pour un nationalisme canadien, on est toujours bien dans le nationalisme. En tout cas, ça sera peut-être l'objet d'un autre segment, mais je vous pose ces questions-là. Et parlant des GAFAM, on va se laisser en musique. J'ai repensé à cette chanson de Nicolas Ciccone qui s'appelle GAFA, G.A.F.A. GAFA, sur son album Gratitude, paru en 2021. Puis je me rappelais de cette chanson-là, puis je vais vous l'offrir encore pour qu'on s'en inspire pour la réflexion que je vous propose. Et vous allez voir, c'est une étrange chanson. Alors voilà, on se quitte donc sur Nicolas Ciccone et je vous souhaite une excellente semaine. Puis écrivez-moi pour m'aider à bien vivre avec mes principes et pour qu'en même temps on puisse danser à plusieurs centaines ensemble, qu'on ait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Bonne semaine tout le monde. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Ils nous programment à chaque jour comme des drones, mais personne ne le croit. On ne s'aperçoit pas qu'en esclave on se rend devant le 1%. À chaque fois que tu partages tes photos sur le net, que tu achètes ou vends, que tu écoutes un film sur le web, tu laisses une trace de toi. Tu sors de l'anonymat, toi tu ne les vois pas, mais si qu'ils te voient. Mais au fond, sans balance, mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros lolos, partage-la, commente-la. Et on rit, tout est ridicule ici. C'est notre génération
c'est notre génération. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les nouveaux puissants, déclassant tout pays et tout royaume, leur territoire s'étend jusque dans l'inconscient. Leurs armées se composent des cœurs de nos enfants. À chaque fois que l'on ferme un journal ou une radio, qu'on banqueroute une boutique, un cinéma ou un marchand de mots, on se radicalise, on s'individualise, on se soumet lentement, on s'isole tout doucement. Mais au fond, sans balance, mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros lolos, partage-la, commente-la. Et on rit, tout est ridicule ici. C'est notre génération, c'est notre génération. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Ils nous programment à chaque jour comme des drones, mais personne ne le croit. On ne s'aperçoit pas qu'en esclave on se rend devant le 1%. Mais au fond, sans balance, mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros lolos, partage-la, commente-la. Et on rit, tout est ridicule ici. C'est notre génération, c'est notre génération. GAFA.